Bonjour, nous sommes déjà le vendredi 31 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Ted Postol, est avec nous. Bon retour parmi nous. Oh, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et je vais commencer, Ted, par ce qui se passe en Asie occidentale. Nous savons que l'Iran est... Les attaques ont lieu. Comme nous le savons, les États-Unis attaquent le sud et l'ouest de l'Iran. L'Iran réagit et riposte. Il y a 2 jours, nous avons vu une nouvelle sorte de stratégie de la part des Iraniens. Sans avoir été attaqués, ils s'en prennent à certaines installations en Jordanie. C'est quelque chose de nouveau de la part des Iraniens, parce qu'en fait, depuis le début de la guerre, il s'agissait des États-Unis attaquant l'Iran et des Iraniens qui ripostaient. Les représailles iraniennes. Et en ce moment, on voit que l'Iran adopte en quelque sorte une approche préventive avec ses attaques. Et l'un des principaux moyens dont disposent les Iraniens, ce sont ces missiles qu'ils utilisent, des drones et des missiles, une combinaison des deux. Et que savons-nous de ces missiles au fil du temps? Je sais que vous avez des informations sur les missiles iraniens que vous souhaitez nous communiquer. Que savons-nous donc à leur sujet? Il semble que Donald Trump ait déclaré aujourd'hui que la guerre allait continuer et qu'il n'y aurait pas de fin à cette guerre de sitôt. Allez-y, dites-nous ce qu'il y a de nouveau. Je pense que les attaques contre la Jordanie, contre les bases militaires américaines en Jordanie, n'ont pas pour but d'attaquer la Jordanie. Elles visent l'armée américaine. Les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de retirer leurs avions du Golfe Persique parce qu'ils sont très vulnérables sur les bases militaires situées dans le Golfe Persique même. Et les bases aériennes jordaniennes font partie des endroits où ils essayent de replier ces avions. C'est donc naturellement une cible de grande valeur sur laquelle les Iraniens vont se concentrer. Et bien sûr, parce qu'ils disposent d'une assez bonne reconnaissance par satellite et probablement aussi par drone. Ils sont capables d'identifier sur les bases jordaniennes des emplacements ciblés, disons des points zéro, où ils peuvent espérer infliger des dégâts importants aux capacités américaines, y compris à la puissance aérienne américaine. Je n'ai pas eu le temps d'analyser ce qui est disponible sur les photos satellites. Ce que j'ai vu me laisse penser qu'une grande partie des dégâts a en réalité été causés par des drones plutôt que par des missiles balistiques, même si des missiles balistiques ont certainement été utilisés. Et je pense, comme je vais le montrer, que les dégâts causés par les drones peuvent être bien plus importants. Cela dit, les drones suffisent largement. Parce que si vous frappez un abri pour avion avec un drone et qu'il y a des avions fragiles à l'intérieur, vous allez les endommager ou les détruire. Et si vous endommagez beaucoup de ces avions, ils sont pratiquement perdus. Je veux dire, ils peuvent peut-être être réparés, mais cela prendrait des mois. Ces appareils, surtout un F-35, ont tous ces revêtements furtifs. Vous savez, on ne peut pas endommager légèrement un appareil comme ça et continuer à l'utiliser. Si les dégâts sont même légers, vous allez l'empêcher de voler. Il est donc en substance perdu comme moyen d'attaque américain. Il semble donc qu'ils aient causé des dégâts importants en Jordanie, et je m'attends à ce que le niveau des dégâts augmente considérablement avec le temps. Oui. Il y a beaucoup de déclarations absurdes qui viennent des dirigeants américains. Ce général, l'amiral Cooper, je crois qu'il est le numéro 2 du commandement pour le Moyen-Orient, a dit, je crois, il y a seulement quelques jours, qu'il envisageait de lancer une nouvelle campagne de bombardement de 2 semaines pour, vous savez, empêcher l'utilisation de tous ces drones et missiles balistiques contre des cibles américaines. Mais c'est une déclaration absurde, parce que la première question est la suivante. Étant donné que nous avons mené cette campagne initiale, spectaculaire,
énorme contre l'Iran, pourquoi ne l'avons-nous pas fait à ce moment-là? La raison est simple. Nous ne pouvons pas atteindre ces installations. Les installations militaires sont souterraines, et elles ne sont pas seulement souterraines. Certaines, bien sûr, sont très profondément enterrées, et il n'y a aucun moyen d'atteindre ces installations, probablement même pas avec une arme nucléaire. Et il y a aussi le problème des tunnels. Beaucoup de ces tunnels se trouvent bien sûr dans des montagnes, et ils sont évidemment très profonds. Mais beaucoup d'autres sont dans des zones qui sont essentiellement plates, avec des tunnels construits en dessous. Et ces tunnels peuvent être suffisamment peu profonds pour que, si vous saviez exactement où ils se trouvent, vous puissiez peut-être, avec une munition spécialisée assez puissante, faire s'effondrer le plafond. Ça ne veut pas dire, soit dit en passant, que le tunnel ne sert plus à rien, parce que ce n'est qu'une section du tunnel. Et ces tunnels ils sont grands, et ils contiennent beaucoup de matériel, y compris des engins de terrassement. Donc vous savez, si vous y faites un trou quelque part, les Iraniens peuvent facilement venir enlever les gravats. Et je ne sais pas s'ils le feraient, mais ils pourraient même potentiellement lancer des missiles depuis ces ouvertures une fois les débris retirés. Je veux dire, certaines entrées de tunnels ont été attaquées des dizaines de fois, et les Iraniens ont quand même continué à lancer des missiles depuis ces entrées de tunnels. Et la raison est très simple. Vous arrivez avec une arme, vous endommagez, peut-être même lourdement, l'entrée du tunnel. Les Iraniens disposent d'engins de terrassement. Évidemment, ils ont construit ces tunnels. Ce sont d'immenses prouesses d'ingénierie, et ils ont le matériel nécessaire pour déplacer la terre et les gravats. Alors ils dégagent les débris, peut-être en quelques heures, voire moins. Vous ne pouvez pas rester là en permanence parce que, vous savez, les avions ont un temps de présence sur zone limitée. Ils ont des contraintes de carburant, et ils ne peuvent pas non plus simplement tourner en attendant parce qu'ils deviennent des cibles de choix pour les défenses antiaériennes. La défense aérienne n'a pas besoin d'être assez efficace pour leur interdire l'accès en permanence. Elle doit simplement être assez efficace pour faire planer la menace qu'ils puissent être abattus à tout moment. Donc vous ne pouvez pas rester là à narguer les Iraniens. Vous devez entrer, profiter autant que possible de la couverture offerte par le brouillage et l'effet de surprise, puis repartir. Vous ne pouvez pas simplement rester sur place, tourner en rond et traîner dans les parages. Vous cherchez à vous faire tirer dessus et à être abattu. Les Iraniens disposent donc de capacités de défense aérienne suffisantes, et elles ne sont pas négligeables, pour empêcher les Américains de rester longtemps sur zone. Cela ne me surprendrait pas non plus, même si je n'ai aucune donnée à ce sujet, que les avions n'aient pas le carburant nécessaire pour rester sur zone. Je veux dire, ils n'ont pas le carburant nécessaire pour une mission donnée, mais ils doivent revenir pour être ravitaillés. Ils doivent être ravitaillés en vol ou sur leur base. Et la question est de savoir de combien de carburant les États-Unis disposent pour maintenir des avions en l'air pendant de longues périodes. Donc, les avantages opérationnels des Iraniens par rapport aux Américains sont très importants. Et il est extrêmement difficile pour les Américains d'empêcher les Iraniens de lancer des missiles, parce qu'on ne peut pas être partout, tout le temps. C'est aussi simple que ça. Et vous avez beaucoup d'avions, mais c'est pas tant que ça par rapport au temps de couverture nécessaire. Donc, je ne vois aucun moyen pratique d'empêcher les Iraniens de continuer à lancer des missiles balistiques. À ce stade, l'amiral Cooper fait preuve soit d'un très haut degré d'indiscrétion, soit d'ignorance concernant ses propres systèmes d'armes. Je ne sais pas lequel des deux, mais
L'une des choses qu'on exige d'un officier, de n'importe quel officier, quel que soit son niveau de commandement, c'est la capacité à comprendre les capacités de ses forces ainsi que celles de l'adversaire. Je venais justement de lire des choses sur l'USS Constitution. C'était un navire de guerre américain pendant la guerre d'indépendance, puis plus important, compte tenu de la période, pendant la guerre de 1812 contre les Britanniques. Et c'était un navire remarquablement bien conçu. Il utilisait du bois des États-Unis, choisi pour sa forte densité. Les navires britanniques étaient construits avec le bois dont disposait la Grande-Bretagne, un bois de très grande qualité, mais c'était du sapin de Douglas venu des États baltes. Les Américains, eux, obtenaient des États-Unis, de Virginie, un bois de bien meilleure qualité et plus dense. Et en construisant très habilement le navire avec des couches de différents types de bois, il s'est avéré que les canons britanniques de 16 livres ne pouvaient pas percer la coque du Constitution à certaines distances. Eh bien, l'officier qui commandait le Constitution avait compris ça. Cela fait partie du fait de connaître ses propres systèmes d'armes. Il laissait donc les Britanniques se mettre à portée pour pouvoir attaquer le Constitution, mais ils n'avaient pas la puissance de feu nécessaire. Leurs canons ne pouvaient pas pénétrer la coque et causer des dégâts. En revanche, ses propres canons, des 24 livres, pouvaient endommager les navires britanniques à la même distance. Et il infligeait des dégâts terribles aux Britanniques, simplement en les laissant s'approcher jusqu'à une certaine portée de tir. Il les attirait donc, puis leur causait d'énormes dommages grâce à cet avantage précis. Alors, pourquoi l'amiral Cooper ne comprend-il pas cela à propos de ses propres systèmes d'armes? Je veux dire, c'est évidemment une situation historique, vieille de plusieurs centaines d'années. Mais un officier général est censé avoir une connaissance globale des capacités de ses forces armées. C'est pour cela qu'il est censé être promu à ce grade. Parce que si vous êtes un officier de rang inférieur et que vous n'avez d'expérience que dans le commandement d'une brigade, par exemple, ou d'une division, vous n'avez pas l'immense expérience qu'un officier général est censé avoir pour comprendre l'ensemble des capacités et des limites de vos forces par rapport à votre adversaire. C'est pour cela que les officiers doivent gravir les échelons. Dans une armée bien formée, ils partent de grades très bas. Ce n'est pas simplement parce qu'il s'agit d'un système de bizutage. C'est parce que, quand on est lieutenant, on comprend les armes dont on dispose, les capacités de son adversaire, et la manière d'employer des tactiques dans les limites de son commandement, avec les types d'armes auxquelles on a accès. Eh bien, de manière générale, ce genre de déclaration incroyablement mal informée m'inquiète beaucoup. Alors, peut-être peut-on balayer les déclarations du général-amiral Cooper en les qualifiant de politiques. Mais si c'est le cas, alors il sort de son rôle, parce que son travail n'est pas de faire de la politique. Son travail, c'est de gérer nos forces militaires, les forces militaires américaines, afin que nous puissions atteindre les objectifs militaires que nous nous sommes fixés. Bien sûr, le problème de la stratégie américaine, à l'heure actuelle, c'est que nous n'avons aucune stratégie. Vous savez, nous avons attaqué l'Iran sans stratégie. Nous avons déclenché une guerre dont toute personne ayant vraiment évalué la situation avec soin, d'un point de vue militaire, aurait immédiatement dit que nous ne pouvions pas la gagner. Vous savez, on ne peut pas gagner ça. Et ce que nous voyons, c'est la conséquence de décisions extraordinairement irréfléchies et ignorantes, vous savez, ignorantes sur le plan militaire. Que vous soyez contre l'Iran ou pour l'Iran, contre les États-Unis ou pour les États-Unis, il y a une équation militaire que les deux camps doivent examiner.
Et l'Iran a fait un usage brillant des technologies militaires dont il dispose. L'Iran savait ce qu'il faisait dès le début, et il a causé d'énormes dégâts aux bases aériennes et de missiles américaines dans le Golfe, ainsi qu'en Israël. Et cela a aussi détruit l'essentiel des systèmes radars de défense aérienne et de défense antimissiles, laissant les États-Unis sans même d'alerte avancée. Autrement dit, les défenses antimissiles n'ont pas fonctionné dès le départ. C'est une fraude gigantesque envers le peuple américain. Et c'est aussi une fraude envers notre propre armée, si ces gens croient réellement que ces défenses antimissiles fonctionnent. L'un des problèmes d'un système de propagande politisé de l'intérieur, je veux dire, j'ai des contacts au Pentagone, et l'une des choses que j'ai apprises, c'est que les gens qui sont dans la boucle ou qui pensent y être, on ne leur dit pas que le Patriot n'est pas un système antimissile balistique opérationnel. On leur montre des graphiques et quand je leur demande « Avez-vous vu des données ?» ils ne l'ont pas fait. Il n'y a eu aucune donnée. Or, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe de 1991. Pendant cette guerre, notre propre armée ne savait pas que le système ne fonctionnait pas. Certaines personnes le savaient. Le prestataire le savait. Je vais faire une digression ici, simplement pour vous montrer ce que le prestataire a fait aux États-Unis à nos propres concitoyens. C'est la diapositive 21 de mon jeu de diapositives. Vous pourrez la faire facilement. Non. D'accord. La voilà. La voilà. C'est une publicité sur 2 pages. Il fallait donc ouvrir le magazine sur une double page, page face à page. Pendant la guerre du Golfe de 1991, elle a été publiée dans Aviation Week and Space Technology. C'est une publicité de Raytheon. Si vous lisez simplement le texte en blanc, quand un système accomplit au combat tout ce pourquoi il a été conçu, et même davantage, c'est la preuve de ses performances. D'accord. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une photo en accéléré. C'est-à-dire que l'appareil photo reste ouvert. Dans ce cas, je dirais qu'il est resté ouvert pendant environ 20 secondes. Donc l'appareil est ouvert, il regarde un ciel sombre, il capte de la lumière. Et lorsqu'un patriote est lancé, son moteur fusée produit un panache très lumineux. Comme l'appareil reste ouvert longtemps, et que le panache, si vous le regardez à un instant donné, apparaît comme un point lumineux. Mais ce point lumineux très vif dessine sa trajectoire de vol propulsé. Le Patriot brûle donc pendant environ 12 secondes. Ainsi, ce que vous voyez, ces 2 lignes qui montent depuis le sol, ce sont les profils de vol propulsé des Patriotes, jusqu'à environ 12 secondes après l'ouverture de l'obturateur. Puis, en haut à gauche, vous voyez 2 points lumineux. Ces points lumineux sont les explosions des ogives des Patriotes. Autrement dit, 2 Patriotes ont été lancés. Un Patriote explose d'abord, puis le Patriote suivant explose derrière lui. Et il n'y a aucune cible à cet endroit. Que se passe-t-il? Eh bien, nous avons aussi cela. Nous avons également cet engagement en vidéo. Regardons donc la diapositive suivante. Sur cette diapositive, nous voyons les 2 détonations. Les 2 rangées du haut correspondent à 2 images. C'est issu d'une caméra vidéo, donc nous le voyons en temps réel. On voit donc la ligne du haut. On voit l'explosion d'un patriote. Ce n'est pas un impact sur l'ogive du Scud. C'est l'explosion d'une grosse ogive embarquée dans l'intercepteur Patriot PAC-2. L'intercepteur PAC-3 n'a pas de grosse ogive. Il cherche à détruire sa cible en la percutant physiquement. Il n'y a donc pas de grosse ogive. Mais le PAC-2 cherche à détruire la cible en faisant exploser une ogive. On voit donc l'ogive du Scud et le PAC-2 a manqué l'ogive. Si on regarde la ligne du dessus,
on voit la deuxième tentative de destruction du Scud. Alors, que devrait montrer l'image en accéléré? Eh bien, regardons la diapositive 23. Voici ma représentation de ce que cette diapositive devrait montrer. Cette diapositive devrait montrer, c'est mon dessin, ce qu'elle devrait montrer. Il devrait y avoir une faible ligne, celle de l'ogive, qui trace sa trajectoire. Vous la voyez? Vous pouvez voir les explosions. Vous pouvez voir le vol propulsé du Patriot. Vous devriez donc voir la traînée de l'ogive. Quand l'ogive se déplace, elle est lumineuse. C'est un point lumineux qui traverse le champ de vision de la caméra. Et vous devriez voir une trace de l'endroit où l'ogive est passée. On ne peut pas déterminer où elle se trouvait à un instant précis, mais on peut voir cette trace. Quelqu'un savait ce qu'il faisait et a effacé, à l'aérographe, la traînée de l'ogive de la photographie, des photos en accéléré. Donc, c'est une fraude à plusieurs niveaux. Nous savons que l'ogive est tombée au sol et a explosé. Nous avons des photographies du cratère. Je ne vais pas vous les montrer ici, mais nous avons des photos du cratère, créées par cette ogive à l'endroit où elle est tombée et a explosé. Nous savons donc qu'elle est tombée au sol et a explosé. Nous savons qu'il y a eu 2 tentatives de Patriot pour l'intercepter et qu'elles ont échoué. Et nous savons qu'il s'agit d'une photographie en accéléré. Elle a été truquée pour donner l'impression que quelque chose s'est produit. C'est une fraude, tout simplement. Raytheon veut dire qu'ils ne savaient pas que le système ne fonctionnait pas. Voilà leur nouvelle version. Quand nous avons découvert ça, ils nous ont combattus bec et ongles. Ils disaient que nous étions des fraudeurs. Ils ont même affirmé que nous truquions les vidéos. C'était vraiment assez intéressant. Enfin, terrifiant aussi, parce qu'on s'attaque à une entreprise qui pèse plusieurs milliards de dollars. Mais cette entreprise mentait à chaque étape. Maintenant, ils ont réécrit l'histoire. Si vous regardez aujourd'hui l'histoire de la guerre du Golfe de 91, ils disent, eh bien, nous pensions que ça fonctionnait, mais vous savez, nous nous trompions. Nous ne comprenions pas tout à fait, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils faisaient, c'était mentir. Ils savaient exactement ce qui se passait. Et la presse rapportait les faits de manière erronée, comme elle le fait aujourd'hui. Je viens de voir un reportage de CNN où le journaliste dit « Bon, ils interceptent 95% des missiles balistiques. » Mais de quoi parle ce type? Enfin, vous savez, je montrais aux gens des vidéos qui indiquaient qu'au mieux, le taux d'interception était de 1 ou 2%. Comment est-ce possible? Donc la presse est tout simplement en état de mort cérébrale sur le plan journalistique. On pourrait penser que l'un de ces types... Enfin, pourquoi parle-t-il au général Keegan et au général Kellogg, mais pas au professeur Theodore Postol, qui a démontré qu'il avait raison sur tous ces sujets, comme on peut le constater dans les livres d'histoire et dans les travaux d'analyse. Vous savez, ce n'est pas comme si j'étais un charlatan dont on aurait montré, au fil des années, qu'il avait eu tort. Et pourtant, ces gens de la presse ne pensent même pas à m'appeler ou à me poser la moindre question. Cela ne m'insulte pas. Je pense que ça les discrédite, eux, pas moi. Mais voilà le niveau du journalisme aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, quoi qu'il en soit, nous ne recevons absolument pas d'informations exactes de la presse aujourd'hui. Et des organisations comme CNN ne font tout simplement pas leur travail. Des organisations comme le New York Times et d'autres ne le font pas non plus. La question est donc la suivante. Si nous regardons de nouveau la première diapositive pose la question: quelles sont les véritables capacités des armes dans la guerre de 2026 à mesure que les choses évoluent? Autrement dit, nous savons que les Patriots ne fonctionnent pas. Donc, le fait que Zelensky ait demandé 300 systèmes Patriot pour l'Ukraine, même si on les lui donnait, ce serait absurde.
ça n'apporterait aucune aide. Ça n'aidera pas non plus les Israéliens, parce qu'ils ne peuvent pas intercepter les missiles balistiques. En revanche, ils peuvent intercepter des drones. La raison, c'est que les vitesses de croisement face à un drone sont très faibles. Un intercepteur Patriot peut facilement détecter qu'il passe à côté du drone, puis l'endommager ou le toucher, parce que le drone se déplace très lentement. Mais avec un missile balistique, les trajectoires se croisent à des vitesses tellement élevées que l'intercepteur ne peut pas voir le missile cible avant de devoir manœuvrer. Il n'a pas le temps de manœuvrer. Donc, au moment où il les détecte, il ne peut plus rien faire. Il passe simplement à côté et les manque. C'est ce qui se produit avec une vitesse de franchissement très élevée. Je pourrais en reparler plus tard, si on a le temps ou si ça intéresse les gens. Mais parlons d'autre chose d'important. La capacité de destruction des missiles balistiques iraniens Al-Fatah. Ces missiles balistiques sont conçus de manière ingénieuse pour pouvoir produire une puissance explosive, peut-être 3 ou 4 fois supérieure à celle de leur charge explosive réelle. Autrement dit, ils ont une ogive explosive nominale de 500 kg. Mais, en réalité, ils produisent les effets explosifs d'une ogive de 2000 kg, voire de 2500 kg. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, même si l'ogive ne pèse que 500 kg, en termes de charge explosive, cela représente 1000 kg de poids. Mais il y a 500 kg d'explosifs. Pourquoi ne pas regarder simplement la diapositive 2? Sur l'image du bas, vous pouvez voir que l'ogive est séparée. Et quand on passe à la diapositive 3, on peut voir l'ogive avec un homme debout à côté, ce qui donne une idée de sa taille. Et ce qui rend cette ogive si particulière, ce sont deux choses. Si on passe à la diapositive suivante, on peut se concentrer sur ces deux éléments. Premièrement, elle a des ailettes. Ces ailettes peuvent permettre à l'ogive de prendre un angle d'attaque, simplement en les orientant selon sa position. Or, cette ogive connaît bien sa position, car elle reçoit des informations du système chinois de satellites de navigation Beidou. Le système Beidou ne peut pas être brouillé comme le GPS. Les Américains ne peuvent donc pas désactiver la capacité de navigation de cette ogive en approche, parce qu'elle reçoit des signaux satellites d'un système qui n'est pas sujet au brouillage. Il y a tout un débat là-dessus. Je pourrais d'ailleurs en parler une autre fois, car c'est d'une importance capitale. Cette ogive connaît donc facilement sa position, à environ 1 mètre près dans les 3 dimensions. Lorsqu'elle rentre dans l'atmosphère, elle sait exactement où elle se trouve et elle sait où est la cible. Elle sait donc comment manœuvrer vers la cible, parce qu'elle peut changer de direction. L'autre caractéristique de cette ogive, c'est qu'elle possède un moteur fusée. Et vous pouvez voir sur ce schéma que le moteur fusée a été retiré et présenté devant vous. Or, ce moteur fusée peut facilement développer quelques milliers de livres de poussée pendant 20 ou 30 secondes, probablement davantage. Mais compte tenu de la forte capacité de poussée de cette ogive, elle peut éviter de ralentir sous l'effet de la traînée aérodynamique. Donc, si elle était contrôlée uniquement par la traînée aérodynamique, si elle n'avait pas de moteur fusée, elle toucherait le sol à peut-être 3 km par seconde. C'est à peu près la vitesse à laquelle une sous-munition Oreshnik frappe le sol. Or, une sous-munition Oreshnik arrive si vite au sol que sa masse inerte, même sans explosif, est écrasée si rapidement qu'elle devient comme une hotte. Autrement dit, la munition est écrasée si vite qu'elle devient extrêmement chaude. Toute l'énergie cinétique de son mouvement sert à broyer les parties non explosives de l'ogive, et elle atteint une température de peut-être 5000 degrés Kelvin. C'est proche de la température à la surface du Soleil. Donc, cette ogive arrive, interagit avec le sol,
et très rapidement se broie et devient extrêmement chaude. Comme elle est extrêmement chaude, elle se désassemble de manière explosive. Elle agit donc comme une ogive explosive. C'est un peu différent, parce que l'explosion est légèrement asymétrique. Les cratères sont donc peut-être un peu plus profonds. Mais elle ne pénètre pas le sol à de grandes profondeurs, comme les gens le supposent à tort. Son effet correspond plutôt à son poids équivalent en explosif puissant, en TNT. Très bien. Regardons maintenant l'ogive alpha tau. L'ogive alpha tau frappe le sol à des vitesses supérieures à 4 km par seconde. Passons à la diapositive 11. 4 kilometers per second. Let's just go to slide 11. There you go. Thank you. If you look at the left, Voilà, merci. Si vous regardez la courbe tout à gauche, l'axe des X, l'axe horizontal, représente la vitesse en kilomètres par seconde. L'axe des Y représente l'altitude. Regardons donc la courbe bleue. Au sommet de cette courbe, l'altitude est de 200 km. L'objet se déplace à environ 3,5 km par seconde, et lorsqu'il rentre dans l'atmosphère, il continue d'accélérer jusqu'à une altitude d'environ 20 km. Puis, à 20 km d'altitude, il commence à ralentir très brutalement. C'est parce que la densité de l'air augmente de manière exponentielle à mesure qu'on descend vers les basses altitudes. La traînée de l'air devient alors suffisamment forte pour ralentir sensiblement l'ogive. Mais cette ogive a une très faible traînée. Elle possède ce qu'on appelle un coefficient balistique très élevé. Elle frappe donc quand même le sol à plus de 3 km par seconde. 3 km par seconde, gardez-le en tête, c'est son équivalent en TNT, uniquement du fait de l'énergie cinétique de l'impact. Donc cet engin pourrait frapper le sol à 3,4 km par seconde. Rien que cela le rendrait déjà à poids égal plus explosif que le TNT en termes d'énergie cinétique. Mais si l'on regarde la courbe verte juste à droite, on voit qu'il accélère davantage. La raison, c'est que dans ce calcul, le moteur fusée est allumé. Donc, j'ai le moteur fusée en marche, et la traînée est plus faible, parce que le moteur fusée réduit ce qu'on appelle la traînée de culot. On a cette fusée, et quand l'air s'écoule autour, il y a une base. À cette base, la pression est faible, et cela tend à créer de la traînée, à ralentir davantage l'ogive. Mais quand il y a des gaz d'échappement de fusée qui sortent, vous n'avez pas cette traînée de culot. Donc la traînée de culot est éliminée. L'objet ne ralentit donc pas aussi vite parce que cette traînée a disparu et aussi parce qu'il est propulsé. C'est donc une estimation très approximative. Ce n'est pas exact, mais c'est suffisamment bon pour nos besoins. Et vous pouvez voir que, lorsque cet engin touche le sol, sa vitesse dépasse 4 km par seconde. Donc, si vous prenez 4 sur 3 et que vous élevez ce rapport au carré, parce que l'énergie cinétique varie comme le carré de la vitesse, vous arrivez à environ 2,5 fois l'énergie cinétique de son poids équivalent en TNT. Ainsi, si cet engin n'était qu'un objet de 1000 kg, sans ogive explosive, il aurait une capacité explosive, un effet explosif, équivalent à 2500 kg d'explosif. C'est comme une ogive de 5000 livres. C'est un effet explosif considérable. Donc si l'on ajoute ces 500 kg de matériaux explosifs, l'énergie de l'explosion est encore plus élevée. Et en fait, l'explosif chimique rend l'explosion cinétique plus violente, parce que l'objet solide arrive au sol, puis explose soudainement à cause de l'ogive chimique. On a alors une boule de feu de matériaux cinétiques en expansion qui se déplace à 4 km par seconde juste au-dessus du sol. L'objet s'écrase donc au sol et est porté à très haute température par sa propre énergie cinétique. L'explosion devient encore plus puissante. Elle a une puissance équivalente à une explosion de 2500 kg. C'est donc extrêmement dévastateur. Passons juste un instant à la diapositive 5.
This is an actual inertial C'est un véritable système de navigation inertielle qui est utilisé à l'intérieur ou quelque chose de ce genre est utilisé à l'intérieur de l'ogive. Vous voyez comme c'est petit, ça ne pèse presque rien. Il est équipé de ce qu'on appelle des capteurs de systèmes microélectromécaniques. On les appelle des MEMS. C'est ce qui permet à un drone vous savez, les drones ont ces unités, leur système électronique numérique. Et une partie de cette électronique numérique, ce sont des capteurs microélectroniques capables de déterminer les accélérations, de savoir où se trouve le drone et quelle est son orientation dans l'espace, grâce à des gyroscopes. Donc, vous avez ces minuscules circuits. Ils pèsent quelques grammes et ils sont assez précis. Et vous n'avez besoin d'être précis que pendant 10 ou 20 secondes. Entre le moment où vous êtes au-dessus de l'atmosphère, où vous êtes, et le moment où vous touchez le sol. Donc, le système de navigation inertielle, à mesure que les gouvernes et le moteur fusée me permettent de modifier l'orientation de mon véhicule pour manœuvrer, me dit « Oh là, c'est à peu près bon. N'en fais pas plus, tu sais. Garde simplement cet angle d'attaque. » La seule source d'erreur d'impact vraiment significative, c'est donc ma capacité à contrôler avec précision l'orientation de mon missile. Et vous savez, c'est difficile. Il n'y a aucun moyen de le savoir sans essai. Mais une estimation raisonnable, fondée sur l'expérience des systèmes de contrôle des missiles hypersoniques, c'est que l'erreur à la cible est peut-être de 10 à 20 mètres. Il n'y a donc presque aucune erreur imputable à votre système de navigation ou à votre connaissance de la position. D'accord, donc tout vient presque entièrement d'erreurs de pilotage. Eh bien, une précision de 10 mètres, quand vous avez une ogive qui va produire, vous savez, l'effet explosif de 5000 livres, ce n'est rien. Donc, si nous passons à la diapositive 9, désolé de vous faire passer d'un sujet à l'autre comme ça, nous avons une courbe qui vous montre le rayon de souffle de ce missile, de cette ogive, en supposant, regardons la courbe rouge. En bas, c'est la distance en pieds. Désolé, je dois toujours choisir entre les pieds et les mètres selon mon public. Mais on voit qu'à une distance de 110 pieds, l'axe horizontal est en pieds. L'axe vertical représente la pression de l'onde de choc. Et si l'on regarde la courbe rouge, ainsi que le repère de 40 livres par pouce carré, on voit qu'à environ 110 pieds, soit une trentaine de mètres, la pression de l'onde de choc atteint 40 livres par pouce carré. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une pression de 40 livres par pouce carré est si intense qu'elle peut pulvériser un mur de bâtiment en béton armé ou en acier. Elle peut faire s'effondrer un bâtiment à structure en béton et en acier comme un gratte-ciel, dans la zone soumise à ces 40 livres par pouce carré. Je vais vous montrer une image d'un bâtiment qui a été soumis à ce niveau de surpression. En fait, passons à la diapositive 16. Désolé de sauter comme ça d'un sujet à l'autre, mais vous voyez, ce n'est pas grave. Voici le bâtiment fédéral Murrah, à Oklahoma City, qui a été visé par un attentat à la bombe terroriste. Si vous regardez au sol, il y a une sorte de zone blanchâtre sous le bâtiment. Il y avait une bombe au sol. Elle faisait peut-être 20 000 livres, ou peut-être 10 000 kilogrammes, mais elle n'a pas pénétré dans le bâtiment, comme je vais vous montrer ce qui aurait pu se passer. Mais c'est ce qui est arrivé au bâtiment. C'est un bâtiment très solidement construit, en béton et en acier. Et si vous passez à la diapositive 17, vous pouvez voir de près le type de dégâts que cette surpression de l'explosion a causé au bâtiment. Et si nous passons à la diapositive 18, nous pouvons voir ces petites pyramides rouges. Elles indiquent les endroits où des personnes ont été tuées. Donc, l'onde de souffle s'est propagée à travers cette structure.
Imaginez maintenant qu'une ogive de 5000 livres arrive par le centre de la structure. D'accord? Pas à travers, pas à l'extérieur de la structure, mais en passant par le toit central de la structure et en explosant à l'intérieur. Ainsi, les murs porteurs ne s'effondrent pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ils s'effondrent de l'intérieur vers l'extérieur. Ils sont projetés vers l'extérieur. Et bien sûr, ils sont confinés. Donc, le niveau de choc va être considérablement plus élevé, d'un facteur 2 ou 3, à l'intérieur même de la structure. by factors of 2 or 3 inside the structure itself. So, if we look at the range, Donc, si l'on regarde la portée à laquelle les explosions peuvent se produire, passons à la diapositive 13. so Voici une photo satellite de Washington, D.C. Le grand bâtiment au toit verdâtre, c'est la bibliothèque du Congrès. Toute personne qui est déjà allée à Washington l'a probablement vu. Le bâtiment juste à gauche, c'est le Capitole, un bâtiment monumental assez gigantesque. Ce que j'ai montré ici, c'est qu'il y a un pâté de maisons juste à côté de la bibliothèque du Congrès, avec des bâtiments ordinaires, très bien construits, de grande taille, mais qui n'ont pas une structure monumentale. Le cercle jaune intérieur représente la courbe de portée à 40 livres par pouce carré pour cette ogive particulière, si elle frappait à un endroit situé au centre de ce cercle. if it hit in a location at the center of that circle. So, Rimara Turpihev MOP. 40 pounds per square inch would level all those. 40 livres par pouce carré réduirait tous ces bâtiments au niveau du sol. Imagine that's Tel Aviv. Ils seraient tout simplement rasés. Okay, so this is Maintenant, imaginez que ce soit Tel Aviv. La courbe suivante, à 10 livres par pouce carré, vous montre des bâtiments qui seraient si gravement endommagés que l'intérieur ressemblerait à celui du bâtiment fédéral que je vous ai montré, in the interior parce que les bâtiments ne sont pas construits aussi solidement. of that federal Les murs s'effondrent, mais le bâtiment entier peut s'écrouler ou non. En revanche, tout ce qui se trouve à l'intérieur est détruit, et des personnes sont tuées dans les bâtiments par l'onde de choc qui se propage à travers la structure. is destroyed, Voilà donc la courbe des 10 livres par pouce carré. with propagating through the structure. So that's the 10 pound per square inch contour. The 5 pound per square inch contour is where La courbe de surpression à 5 livres par pouce carré, c'est le point où tout bâtiment simple, en briques ou à ossature bois, est détruit. Donc, jusqu'à cette courbe de 5 livres par pouce carré, on parle essentiellement d'un terrain presque entièrement aplati. Presque tout est rasé. Et à 2 livres par pouce carré, sur la courbe extérieure, les pièces et les appartements situés sur les façades, donnant vers la zone de l'explosion, subissent des dégâts très importants. Les fenêtres sont soufflées vers l'intérieur. Les cloisons intérieures non porteuses, juste derrière, sont elles aussi soufflées. Donc des dégâts extrêmement graves. On parle donc de ce qu'on aurait appelé, pendant la Seconde Guerre mondiale, une bombe dévastatrice. talking about what in World War II would have been called a blockbuster. There were bombs, very big bombs that they were dropping. And Il y avait des bombes, de très grosses bombes qu'ils larguaient, et elles détruisaient tout un pâté de maisons. is a blockbuster. C'est ça, un blockbuster. Donc l'Alfata, c'est un blockbuster. All right. Passons maintenant à la diapositive 14. Here are, Très bien, c'est une simulation théorique. Vous savez, j'ai simplement supposé que 3 de ces ogives Al-Fatah avaient frappé. Gardez à l'esprit que la précision de ce missile est peut-être de 20 ou 30 mètres, et c'est la taille du contour à 40 PSI. Donc si vous regardez la zone à 40 PSI, elle pourrait être décalée de 20 ou 30 mètres vers le haut, ou le bas, à droite ou à gauche, à cause de cette limite de précision due à des problèmes de contrôle de l'ogive. Mais cela vous montre que, s'ils veulent viser ces zones, ils peuvent les atteindre. shows you that if they want to target these areas, they can hit them. And, that means if they target Et vous savez, cela veut dire que s'ils visaient, si ces bâtiments étaient pris pour cible à Tel Aviv, the kind of voilà le niveau de dégâts qu'ils pourraient causer. building on the left, Donc le bâtiment à gauche, ce bâtiment monumental, construit en béton et en acier, ressemblerait à l'intérieur du bâtiment fédéral d'Oklahoma City. Pas tout le monde, mais la plupart des personnes dans le bâtiment seraient tuées. Ou très, enfin, à coup sûr, tout le monde serait grièvement blessé. very
personne n'échapperait à de graves blessures, et presque toutes les personnes dans ce bâtiment seraient tuées. Toute la partie intérieure du bâtiment s'effondrerait. Certaines parties resteraient debout, mais comme les parties du bâtiment que vous pouviez voir dans cet immeuble Murrah. Parts of the building would be standing like the parts of the building you could see in this Murrah building. Let's go to slide 15. Just to see it. Passons à la diapositive 15, juste pour la voir. Vous pouvez voir ici une image du bâtiment. On voit que l'intérieur du bâtiment, même si des parties ont été abattues. Si vous regardez la section tout à gauche, on peut littéralement voir la lumière traverser le bâtiment, dans les zones qui sont encore debout. Vous voyez à quel point l'onde de choc a été intense. Elle a fait tomber aussi bien les murs non porteurs que les murs porteurs. Voilà donc à quoi ressemblerait l'intérieur de la bibliothèque du Congrès, loin de la zone qui s'est effondrée. C'est-à-dire ce que vous voyez dans la zone effondrée. Ce sont des dégâts très, très graves. Et si vous voulez voir à quoi ressemblait l'une de ces ogives quand elles arrivaient, passons à la diapositive 6. Voici l'une de ces ogives Al-Fatah arrivant sur Tel Aviv. Pour cette date précise, nous connaissons effectivement la date. Bien sûr, les Israéliens n'ont montré aucun dégât, mais laissez-moi vous dire que cela a causé beaucoup de dégâts. Si vous regardez l'objet qui arrive, vous pouvez voir une longue traînée. À son début, il y a une zone très brillante, large, d'une luminosité extrême. C'est l'échappement du moteur fusée. À l'extrémité, qu'on ne voit pas, se trouve l'ogive elle-même. Donc, à l'extrémité de cette trajectoire, vous avez une ogive qui arrive. Elle transporte 500 kg d'explosifs et elle pèse 1000 kg, ce qui équivaut à 2000 ou 2500 kg d'énergie explosive cinétique. On parle donc de 2500 kg d'effet explosif. Regardez la diapositive suivante. On voit bien que ce n'est pas une petite explosion. Comme vous pouvez le constater, vous voyez la lumière. Vous ne voyez pas l'explosion elle-même. Vous voyez la lumière diffusée par le ciel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion. Elle est extrêmement chaude. Dans ce cas, on est probablement près de 6000 degrés. À l'intérieur de l'explosion, la température est sans doute proche de celle qui règne à la surface du Soleil, tout simplement parce qu'une énorme quantité d'énergie cinétique est concentrée dans un petit espace. Cela ne dure qu'un très court instant, parce que toute cette matière très chaude se dilate ensuite vers l'extérieur et produit une onde de choc. Et si nous regardons la diapositive suivante, nous pouvons voir l'onde de choc réelle. Elle est bien plus étendue. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il y a eu d'énormes dégâts au sol, qui, vous savez, n'ont tout simplement pas été montrés au monde, parce qu'Israël a dissimulé les dégâts. Et c'est pour cela que, lors d'une des conversations entre Donald Trump et Netanyahou, Netanyahou s'est plaint auprès de Trump. Il a réellement dit, c'est consigné. Nous ne sommes pas aussi préoccupés par les capacités nucléaires de l'Iran que par les missiles. Vous devez d'abord arrêter les missiles. Eh bien, ça raconte toute l'histoire. Voilà pourquoi il dit cela. Si vous avez des centaines de missiles Fatah qui s'abattent sur Tel Aviv, Haïfa, Be'er-Sheva et d'autres villes, des villes importantes dans un petit pays qui ne compte que quelques grandes villes, il n'y a que 9 millions d'habitants. Alors, vous parlez de la possible destruction économique totale du pays. Vous ne tuerez pas tout le monde. C'est exact. Mais vous détruirez la capacité d'Israël à avoir une économie. Et c'est pratiquement comme le détruire. Vous éliminerez, à moins que les États-Unis continuent de leur donner 3 ou 4 milliards de dollars par an, comme ils le font depuis longtemps. Et ça va être très difficile, parce que le public américain en a désormais complètement assez des Israéliens. Quand on regarde
Quand on regarde, vous savez, les sondages sur l'attitude des Américains envers les Israéliens, on voit que l'opinion publique américaine est absolument indignée par le comportement meurtrier d'Israël. Et l'Américain moyen ne le soutient pas. Et il sera très difficile pour les futurs gouvernements américains de continuer à fournir à Israël ces niveaux extravagants de soutien militaire si le peuple américain lui est aussi hostile. Et on le voit dans les sondages à l'approche des élections au Congrès. Tout à coup, tous ces démocrates qui se lèvent et applaudissent cet intrus, je parle maintenant en tant que citoyen américain, je vais simplement exprimer mon indignation. Ce voyou qui vient s'adresser à notre Congrès, Netanyahou. Ces représentants américains, des gens pour qui j'ai voté, qui se lèvent et applaudissent ce criminel de guerre parce qu'il leur donne de l'argent par le biais de ces comités d'action politique américains spécialisés. On ne les voit plus le faire avec autant d'empressement maintenant. Et j'espère que tous ces types seront chassés de leurs fonctions. Malheureusement, je ne pense pas que cela arrivera. Mais tout à coup, ils parlent beaucoup moins fermement de ce qu'ils vont faire. Vous savez, Israël, Israël, Israël. Moi, je m'inquiète pour les États-Unis. Je ne veux pas que mon pays soit impliqué dans des guerres où des innocents sont massacrés. Je ne veux pas non plus qu'ils soutiennent un État impliqué dans le massacre d'innocents. Et je ne veux pas non plus que cet État dicte nos politiques militaires qui ne servent pas les intérêts de sécurité de mon pays. Alors, j'en ai assez des Israéliens, et je ne suis pas le seul. Nous verrons bien ce qui se passera à l'avenir. Mais, à mon avis, ces comités d'action politique auront beaucoup plus de mal à exercer leur magie sur le gouvernement américain. Ils vont être là parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils ne vont pas céder sans se battre. Mais je pense que le passe-droit dont bénéficie Israël est terminé. Et ce qui va se passer au final, je ne le sais pas. Mais je pense que les Israéliens vont faire face à une réaction extrême de l'opinion publique américaine par le vote. Et si cela ne s'exprime pas suffisamment lors de cette élection au Congrès, je vous assure que cela s'exprimera lors de l'élection présidentielle qui suivra. Et tout Israélien, ou plutôt, je vais avoir beaucoup d'amis américains qui diront qu'ils sont très troublés. Je ne les appellerai pas des soutiens d'Israël parce qu'ils sont... Enfin, ce sont des amis qui ne s'expriment pas aussi ouvertement que moi. Et ils sont troublés parce qu'ils soutiennent l'existence d'Israël pour des raisons historiques. Mais ils savent ce qui se passe. Et je peux vous dire, après les nombreuses conversations que j'ai eues avec ces amis, qu'ils ne sont pas contents d'Israël. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas contents d'Israël, ce n'est pas à cause d'Israël. C'est à cause de Netanyahou et de ce que fait Israël. Et donner encore quelques années à ces gens, eux aussi seront dehors à dire non, là c'est trop. Donc je pense que les jeux sont faits. Et plus longtemps les gens, les Américains, là je m'adresse à mes collègues américains, plus longtemps mes collègues américains, qui veulent continuer à soutenir Israël pour des raisons historiques, veulent voir ce pays soutenu, plus longtemps ce type, Netanyahou en Israël, sera autorisé à poursuivre ce comportement génocidaire, cette chose fasciste, plus les perspectives d'avenir d'Israël s'amenuiseront. Donc, je pense que vous devriez tout faire pour maîtriser ce type, pour remettre ce pays sur les rails et mettre fin à ces choses brutales qui sont inexcusables. Je pense donc qu'il y a une dimension politique, mais aussi une dimension pratique, parce que les Iraniens peuvent causer les dégâts qu'ils choisiront de causer. Et je ne peux pas reprocher aux Iraniens de faire cela. Cette façon de dépeindre les Iraniens comme un groupe de gens monstrueux. Certains de ces membres imbéciles du Congrès, franchement, c'est difficile de croire que ces gars puissent se lever, l'air sérieux, et hurler contre les Iraniens en prétendant qu'ils sont tous des criminels.
quand on voit ce que l'Occident, et les États-Unis en particulier, ont fait à l'Iran et ont essayé de lui faire. Et je ne suis pas un soutien du gouvernement iranien, mais j'éprouve de la sympathie pour le peuple iranien. Et aucun peuple ne mérite ce qui lui est arrivé au fil du temps, du fait de l'Occident. Et vous savez, les Iraniens se retrouvent dans cette situation parce que nous avons perdu la guerre, nous les Américains. Et l'ampleur des dégâts causés à Israël et ailleurs sera déterminée par nous, pas par l'Iran. Parce que l'Iran va faire ce qu'il doit faire. L'Iran fait face à une menace existentielle, et ils ont clairement dit ce qu'ils feront. Si vous me frappez, je riposterai de manière similaire, peut-être même de façon démultipliée, parce que notre situation est désespérée. Vous menacez notre existence. Et vous savez, comment pourrais-je reprocher aux gens d'agir ainsi? Je veux dire, ils ont été parfaitement rationnels, et ils ont mené leur stratégie militaire de manière ouverte. Et ils l'ont fait avec retenue. Ils ont fait preuve d'une quantité incroyable de... Leur colère s'est concentrée sur des décisions militaires extrêmement compétentes, et ils n'ont pas laissé les choses dégénérer. J'espère qu'ils ne décideront pas de fabriquer une arme nucléaire. Je pense qu'ils sont en position de force en se contentant de maintenir leur position actuelle, parce que je pense qu'ils affaibliraient leur propre situation sécuritaire. Ils ont la possibilité de fabriquer une arme nucléaire si nécessaire. J'espère, vous savez, j'espère qu'ils ne seront pas placés dans une situation où ils devront le faire. Cela exigerait une attaque nucléaire d'Israël contre l'Iran. Donc, si les Israéliens n'attaquent pas l'Iran avec des armes nucléaires, la meilleure stratégie pour l'Iran est de maintenir sa posture nucléaire actuelle, tout en faisant par ailleurs ce qu'il veut faire. Si je conseillais le gouvernement iranien, je lui dirais « Votre stratégie conventionnelle est excellente. Elle est bien menée. Ne laissez pas la vengeance vous aveugler. Continuez simplement ce que vous faites. Soyez prévisible, au sens où « Vous me faites ceci, je vous ferai cela. » C'est ainsi que vous dissuadez votre adversaire, en lui montrant clairement qu'il n'a absolument aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Vous voulez détruire une de mes usines de dessalement d'eau parce que vous êtes idiot. Attaquer cette usine de dessalement, c'est un crime de guerre. Eh bien, vous savez, nous avons beaucoup d'eau qui vient des montagnes, entre autres. Le dessalement nous est très utile, mais il n'est pas essentiel à notre survie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tous vos États du Golfe, tous ces États du Golfe, où vous, les Américains, avez des bases militaires, ils n'existent plus si nous détruisons ces usines de dessalement. Ils n'ont pas de source d'eau comme nous en avons. Alors pourquoi nous poussez-vous à faire ça? Parce que nous le ferons. Si vous continuez sur cette voie, nous le ferons. Il faut le dire clairement, et l'Iran l'a fait. Et je pense que c'est la bonne stratégie. Ne le faites pas en premier, mais dites clairement que vous le ferez. Et si les Américains vous provoquent suffisamment, alors vous devez répondre. Et sur le nucléaire, vous devriez continuer à montrer quelle est votre position. Ce serait ma recommandation si je m'adressais aux dirigeants politiques iraniens. Ne laissez pas votre colère prendre le dessus. Donc, je suis votre conseiller politique, Genghis Khan. Merci. Merci, Ted, pour ce que vous avez dit et ce que vous nous avez décrit. Parce que personne ne sait vraiment ce qui se passe avec ces missiles utilisés par les Iraniens, ni quelles sont les répercussions de tout cela. D'ailleurs, ça devient très dangereux, parce que la guerre s'étend au lieu de se réduire. Et c'est le problème actuellement. Je pense que, quand on regarde l'Arabie saoudite, l'Irak, le Yémen, tout le monde est impliqué. Même l'Ukraine a attaqué des navires iraniens. À mon avis, cela devient bien plus dangereux.
Well, if I Eh bien, si j'étais saoudien, je précise encore une fois que je ne parle ni en leur faveur, ni contre eux. against them, but Mais, and I et je comprends, vous savez qu'il y a ces longs différends historiques avec l'Arabie saoudite. problems between Saudi Arabia. I don't understand the details, but I'd say to myself, Je ne comprends pas les détails, mais je me dirais, je suis extrêmement vulnérable. my best national Et si je veux agir dans le sens de mon meilleur intérêt national, je veux que les Américains partent understanding with Iran. et je veux parvenir à un accord avec l'Iran. Friends with them, but, Je suis pas obligé de... Peut-être que je choisis de ne pas être leur ami. Mais vous savez, c'est aux Saoudiens et aux Iraniens de régler ça ensemble. Mais si j'étais saoudien, je me dirais, vous savez, il y a eu une baisse de 5% du PIB iranien au dernier trimestre, je crois, par rapport au seul PIB saoudien. Désolé, Saoudiens, je veux dire. Ces gens-là sont en grand danger. Et les Américains ne peuvent pas vous défendre. Vous êtes à la merci de la bonne volonté des Iraniens. Et heureusement, en ce moment, les Iraniens prennent des décisions militaires judicieuses. Mais si vous les y forcez, vous savez, les Yuan, si vous les mettez dans une situation où ils doivent choisir entre répondre à une agression et être gentils avec vous, vous avez fait un très mauvais pari. aggression and being nice to you, you made a very bad bet. And so, if I were Saudi, I'd be very carefully. Et donc, si j'étais saoudien, j'examinerais très attentivement ma position en matière de sécurité. Voilà, en tout cas, mon plan de jeu. Merci. Merci beaucoup, Ted, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you. Bye bye. Bye bye.